Il y a des possibilités de coupe, évidemment, mais j'adore cette idée de... Dérapage. Oui, Moi, j'aime pas les gilets bleus. ça dégueulasse. Tu m'appelles gilet et franchement, Un gilet bleu comme celui d'Adèle, tu veux dire? Ah oui, non, mais rien à voir. Bocal. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Bocal, le podcast qui parle rémois. Je suis Agathe et Sébastien me permet ce mois-ci de prendre les manettes de cette émission. Mais rassurez-vous, à part la voix, rien ne change. Je reçois moi aussi, comme le fait Sébastien, une rémoise et un rémois pour, rappelons-le, ce qui n'est pas une interview mais plutôt une discussion entre potentiels amis, puisque ils ne se connaissent pas encore. Je les fais se rencontrer ce soir dans Bocal, et j'espère qu'entre deux naîtra une affinité, osons l'espérer. Une amitié forte. Une amitié forte, pourquoi? Qu'en savons-nous? Je vous présente donc mes deux invités, qui sont Adèle Sinigre, bonjour Adèle. Bonjour Agathe. Et Alban Gillet, bonjour Alban. Mesdames. Oh, quel galant homme. Ma première question, elle est toute simple. Comment allez-vous et comment vous sentez-vous ce soir au micro de Bocal? Alors ça, pour cette question, je laisse Adèle répondre. Eh bien, ma journée a été un peu rapide. Tout s'est enchaîné très rapidement depuis ce matin, donc elle est électrique, comme mon gilet Comme bleu. ton gilet. Le gilet bleu électrique d'Adèle, qu'Alban a fait remarquer à son entrée dans le studio. Et donc, pas trop le temps d'angoisser ou de trop réfléchir à cette invitation de ce soir? Si, j'y ai beaucoup pensé. Je me suis posé plein de questions sur quelles allaient être les questions et qu'est-ce que j'allais dire. Est-ce que mes phrases seraient jolies? Est-ce qu'elles seraient pertinentes? T'as anticipé quoi comme question? Je me disais, elle va me poser une question sur quel livre je lis, quelle expo, La couleur de tes yeux. Oui. Est-ce que je suis bien pouvoir répondre? Non, c'était vraiment, je me posais vraiment des questions. J'essayais d'anticiper et en même temps, voilà, de me dire que comme la vie fait ce qu'elle veut, de toute façon. Partons à l'aventure. C'est ça. Ouais. Et toi, Alban, t'es en forme? Non, fatigué. Fatigué? Ouais, fatigué. Longue journée? Oui, exactement. Au pluriel? Qui a commencé comme toutes les autres, mais longue journée au pluriel, oui, c'est ça. C'est peut-être l'accumulation. Donc, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté mon invitation. C'est quand Sébastien m'a proposé d'animer l'émission du mois de mars, il m'a dit « Agathe, tu as carte blanche, tu invites qui tu veux ». Donc évidemment, j'ai réfléchi un petit peu, mais je me suis dit il faut forcément que j'invite des personnes qui me sont proches, mais surtout des personnes dont j'aime le cerveau. Et je tiens à vous dire que vous faites partie du top 10 des personnes dont j'aime le cerveau. Tu connais pas grand monde. Commence pas à me chauffer, Alban. Mais si, je connais beaucoup de monde. Mais vraiment, pour moi, vous êtes dans le top 10 des cerveaux les plus singuliers, les plus atypiques. J'étais très excitée à l'idée de vous faire vous rencontrer. Et puis d'avoir ce moment de discussion hyper simple, en vérité, puisque c'est l'ADN de ce podcast, de juste discuter à l'ancienne. C'est rassurant parce que donc la conversation s'annonce simple. Tu nous as fait venir parce qu'a priori on a des cerveaux, mais donc on n'aura pas à s'en servir ce soir. Là, tu vas commencer par m'épeler le mot anticonstitutionnellement, Alban. À l'envers. À l'envers, ouais, c'est ça. C'est ça. Oh, voilà. Non, évidemment, le but, c'est aussi de vous présenter aux auditeurs et auditrices de ce podcast, puisque peut-être que certains ne vous connaissent pas. Adèle, il me semble pouvoir te présenter comme directrice artistique, et puis avec une appétence particulière pour l'art et l'écriture. C'est bien ça? Ouais. Quelque chose à rajouter sur ta carte de visite? En indépendante. En indépendante, ouais. C'est vrai que ça, c'est important. C'est important. C'est hyper important. Et toi, Alban, oui. Je peux te présenter comme commissaire-priseur. Oui. Ça te va? Oui, ça me va. Autre chose à ajouter? Pour l'instant, non. Humoriste? On verra. On verra, très bien. Déjà, quand même, ôtez-moi d'un doute, parce que peut-être qu'on joue la comédie depuis le début, vous ne vous connaissez pas. Non, Adèle, tu as un visage qui m'est tout à fait étranger. Je ne crois pas t'avoir déjà rencontré. Tu confirmes? Si, je t'ai rencontré cet été, à la rentrée, oui. au moment de Gabarit Fest. D'accord.
Et donc, c'était dans la cour du manège. Dans la cour du Et manège. tu faisais la vente aux enchères Ouais. des œuvres qui avaient Ouais. été Ouais. élaborées, construites, créées pendant le festival. Oui. Des peintures peintes pendant les 2 jours qu'on précédait la vente et puis vendues ensuite. Donc oui, moi ton visage, donc je ne t'ai pas vu puisqu'il y avait une masse de personnes devant moi, enfin la foule, je sais pas, peut-être 60-80 personnes. Et C'est déjà donc ça a suffi pour te dissimuler, te camoufler. Oui, parce que je n'aime pas forcément être vue. Mais en tout cas, oui, tu aurais porté une enchère. On n'en serait pas là au niveau conversation. Je te dirais, bah oui, évidemment, tu as acheté quelque chose début septembre dans l'enceinte du manège dans le cadre du Gabarit Fest. Et oui, je te connais. Donc, je suis pas très fier de ça. T'aurais pu porter. T'as porté des enchères? Est-ce qu'il y avait une toile, des toiles, une sculpture qui t'intéressait? Ah oui, Ouais. il y en avait une. Il y avait un marbre. Ah ouais, il était top. Alors ça, c'était fou. Cette espèce de... Je crois que c'est Kayser. C'est possible. Alors moi, j'ai une mémoire à 2 secondes, donc... Mais c'était un abécédaire. Oui. Sur marbre. Ouais. De Kayser, ouais. C'est un peu émergent, mais dont le travail est super. J'ai trouvé ça intéressant parce qu'on retrouvait... moi, j'aime beaucoup le travail sur papier, l'embossage, le gaufrage. Et donc, j'ai retrouvé cette émotion-là, mélangée à un matériau qu'on ne voit plus beaucoup. Ouais, complètement. Voilà. Dans l'art contemporain, en fait, il est quasi absent. Ouais. Et en fait, je te coupe, vas-y. Je vois bien. T'aurais pu porter des enchères sur cet abécédaire? Non, parce que il y avait des gens qui étaient intéressés et puis je sais pas où je l'aurais mise. Et puis moi j'ai besoin d'être amoureuse. Oui. Donc j'ai été un peu séduite. Oui. Mais pas amoureuse. Non. Parce que le fait que des personnes soient intéressées, ça aurait pu t'encourager et lever des doutes sur ton ressenti sur cette œuvre. Est-ce qu'elle était assez belle pour être achetée? Souvent, quand il y a des doutes et qu'on voit, quand on est... dans le doute, je me répète, mais qu'il y a d'autres personnes intéressées, on se dit, tiens, je ne suis pas toute seule à aimer, et dans ce cas-là, je me lance. Ça aurait pu déclencher quelque chose, en tout cas une première expérience en tant qu'enchérisseuse. Alors, en tant qu'enchérisseuse, peut-être, mais après, en tant qu'amatrice, amoureuse, je veux dire... ça n'aurait pas été une première. Moi, j'ai vraiment besoin d'être amoureuse. Et donc, du coup, ça ne se joue pas sur... pour l'œuvre d'art. J'ai besoin d'être rassurée par rapport à mon émotionnel. Ouais. Non, c'est vraiment... je sens les choses ou je ne les sens pas. Et donc, j'ai pas non plus envie d'être dans ce partage de mon émotion par rapport à une œuvre d'art. Parce que c'est tellement subjectif... Moi, j'ai toujours une espèce de croisade pour faire comprendre quelque chose d'une œuvre. Enfin, c'est hyper important pour moi qu'on comprenne l'œuvre pour qu'il y ait un avant et un après. Et donc, je suis à la fois dans il faut absolument que vous compreniez que cette œuvre, c'est la révolution. Après, vous ne regarderez le monde plus pareil. Et en même temps, c'est tellement personnel. C'est-à-dire qu'il y a un flash où il n'y en a pas, il y a une interpellation où il n'y en a pas. Donc, c'est une espèce d'ambivalence comme ça. Et donc oui, cette œuvre m'a interpellée. Oui, interpellée. Et puis après, la posséder, c'est encore autre chose, en fait. Oui. Ça ne gâche rien. Oui. Faut avoir envie de la... C'est comme quand on est amoureux, c'est... on a envie de regarder l'autre tous les matins, sous toutes les coutures, différemment. On se rappelle sous un rayon de soleil que... Ah oui, vraiment, c'est partagé. Comment ? Un rayon de soleil partagé ? Pas forcément. Parce que ça peut être le rappel de... Ah oui, je me rappelle que c'est pour ça que je l'aime ou voilà. C'est... Parce qu'il y a des moments de doute quand même dans l'amour. Mais voilà, donc l'art, c'est tellement personnel et universel en même temps. C'est un sacré challenge. Moi, je pourrais déjà vous écouter pendant des heures, juste
faire me reculer un petit peu ma chaise et puis vous écouter parler. Bah oui, est-ce que tu es Vous m'avez déjà subjugué. Je ne pense pas être nécessaire. D'ailleurs, je vais partir. Oui, voilà. Donc, chers auditeurs, auditrices, je m'équipe. Au revoir, Agathe. Au revoir, Alban. À très bientôt. Merci beaucoup de ton rejet. Il reste encore 3 quarts d'heure et puis... Non, mais ce que je trouve hyper intéressant déjà dans ce premier échange, c'est qu'on sent bien, vous êtes particulièrement définis par vos professions parce qu'ils font partie intégrante de la personne que vous êtes et que vous incarnez aussi dans le paysage rémois. Mais toi, Adèle, tu as particulièrement insisté sur le fait que tu étais en indépendante et puis que tu ne veux pas forcément trop de la lumière sur toi, que tu restes aussi en retrait. Alban, toi, tu me parais plus être quelqu'un, et forcément, ton métier t'y oblige, à être quelqu'un qui accepte la lumière. Et puis, j'imagine que quand on est dans une vente aux enchères, on est aussi là pour faire le show, d'une certaine manière. Et, sinon, les gens s'embêtent. Sinon, les gens s'ennuient, voilà. Et est-ce que il y a une de ces particularités-là que je viens d'énoncer qui vous ont donné envie de faire le métier que vous faites ? C'est pas par ce spectre-là que je suis arrivé à cette profession. Je l'ai découvert après. Ouais. Donc, quand t'étais pas un enfant qui aimait se mettre en scène, faire le spectacle, non. Et ça, c'est venu après. Et ça a été facile pour toi ? Mais sans être un enfant effacé, j'étais pas particulièrement dans l'exubérance à vouloir coûte que coûte attirer le regard ou en tout cas l'attention des autres. C'est venu après parce que cette profession me fait être devant un public et je dois donc après je suis pas humoriste et je suis pas un showman mais tant que faire se peut, essayer de les tenir un peu en haleine avec la matière que j'ai. Énoncer une succession d'objets et les décrire assez rapidement et puis relayer des enchères. Donc, j'ai pas un texte à connaître, j'ai pas... Mais tu as un public à tenir. Mais il y a toujours un public. Et c'est vrai qu'il y a une vraie addiction au fur et à mesure des ventes. Plus les années passent, plus j'aime ça. Et toi, Adèle, le fait de travailler en indépendante et donc seule, ou un maximum seule, parce que tu as aussi, la preuve, on a déjà travaillé ensemble, nous, en partenariat. C'était quelque chose que tu souhaitais, de travailler en indépendante et d'être justement ta seule référente ? Non, c'est venu comme ça. En fait, il y a eu un coup du sort. J'ai travaillé dans une agence et il y a eu une charrette. Un licenciement économique et donc je me suis retrouvée sur le marché, comme on dit, et j'avais très très peur parce que je pensais que je ne valais rien. Et en fait, la première expérience que j'avais eue ne m'avait pas donné suffisamment d'assises pour me faire croire que j'avais des idées, que j'étais pertinente et que ce que je pouvais créer, même si c'est un peu fort comme mot, était valable. Et en fait, pendant ce congé, j'étais en congé de reclassement. J'avais un congé de reclassement et donc j'avais un conseiller. Et je lui disais, mais je pleure tout le temps. Et c'est vrai, moi je suis une pleureuse. À la base, je suis une pleureuse. Je suis pas courageuse, je suis une pleureuse. Et bon, quand il faut y aller, j'y vais, mais parce qu'il faut régler la situation. Mais c'est vrai que j'ai facilement peur. Je suis quelqu'un qui peut faire sursauter une rangée de cinéma, mais facile. Et donc, ce type me dit, mais heureusement que vous êtes hypersensible, sinon vous ne pourriez pas faire ce métier-là. Ah bah, ça a réglé le truc. Et après, je sais pas, ça a ouvert des choses. Et donc, j'ai pu accepter des contrats parce qu'on m'a rappelé très rapidement en freelance, parce qu'il y avait besoin de soutien pour les équipes. Et j'ai pu dire oui, parce que je me disais, bon, bah finalement, j'ai quand même un peu de fromage et un peu de vin dans ma besace, je vais pouvoir faire un pique-nique. C'est une belle philosophie de vie. Oui. C'est une belle expression. Je ne sais pas d'où elle vient, de quelle région vient-elle ? Je sais pas. Avoir du
pain et du fromage dans sa besace. Faire un le pique-nique. petit chaperon Voilà. rouge. Oui. Tu avais un bagage, Oui, j'avais du coup. ta sensibilité. Oui, c'est ça. Et donc, après tout, j'avais plus qu'à jouer. Parce que c'est ça dans mon métier, ce que j'aime le plus. Et c'est ça que je voulais te poser comme question, parce que tout à l'heure, tu as parlé de ton métier, mais je me suis demandé où était le cœur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'excite le plus dans ton métier? Est-ce que En agin. Je sais pas, peut-être que je fais ça. Et non, mais parce que tu dis à un moment donné, tu dis, bon, bah voilà, ça se passe comme ça, voilà concrètement comment ça se passe. Et à un moment donné, tu as sorti le mot, c'est devenu addictif. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, on s'approche. Donc, du coup, je me dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est addictif? Après, c'est pas obligé de répondre. Hein. Des fois, je pose des questions, mais c'est pas... Bah oui, c'est pas toi qui poses des questions d'ailleurs, Adèle. Si, j'ai osé. Ah si, Mais non, c'est mais- trop bien. Ce qui est addictif, certainement, oui, c'est un privilège d'être écouté, d'être regardé. Donc oui, le regard des autres doit flatter. Ça n'a pas l'air de t'exciter plus que ça, là, franchement. Donc, il y a forcément un truc. Je suis peut-être pas dans la bonne direction. À chaque fois qu'un lot passe, c'est une petite remise en cause, pas de soi, mais de cet objet. Est-ce que ça va avoir, est-ce qu'il va avoir l'aura, est-ce qu'il va susciter l'intérêt auquel tu crois? Tu l'as découvert dans une maison, dans des configurations familiales successorales et donc voilà, tu as le contexte, tu as l'histoire de l'objet en tête, plus ou moins chargée, tu le fiches, tu fais des recherches dessus, tu lui donnes un prix. Voilà, est-ce que tout ça est en accord donc avec le marché, et ça aussi c'est une interrogation à chaque fois et qui est assez excitante de savoir quelle va être donc la vérité. La vérité, est-ce qu'il va y avoir donc un public? Est-ce que cet objet, ce tableau, va trouver son public? Et si oui, jusqu'à combien vont-ils aller? Mais au-delà du prix, voilà, est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'enchères? Est-ce qu'il va y avoir une émulation? Et est-ce que la suite de la vie de cet objet t'intéresse? Ou est-ce que tu peux fantasmer aussi ça, la suite de la vie de cet objet? Ouais, beaucoup moins, mais même si quand je cible, j'arrive à cibler la personne qui achète, l'acheteur, que ce soit une femme, un homme, un couple, je sais pas. Oui, je vais peut-être un peu poursuivre l'histoire, me faire la suite dans la tête, mais finalement ça m'échappe assez rapidement puisque l'objet est acheté à un numéro, parce que les acheteurs ont des numéros, ensuite il est réglé, Tu passes à un autre je m'occupe objet. pas forcément Forcément, pas du tout de la restitution, sauf exception, et puis ensuite il poursuit sa vie dans d'autres mains. Mm. Et ouais, donc là, j'en suis dépossédé, donc ça m'intéresse un peu moins. Oui. Moi, mon petit privilège, il est d'avoir, de connaître son passé, un petit bout de son passé, quoi, parce que souvent, c'est des objets qui peuvent avoir plusieurs siècles parfois, et donc il y a évidemment plein de choses qui m'échappent. Ouais. Parce que je pense, Adèle, je ne sais pas si tu t'es rendue à la maison des ventes Châtivelle, la maison des ventes d'Alban, mais moi, à chaque fois que j'y vais, c'est toujours un régal d'inspiration et d'envie d'écrire, parce que les objets sont tous, peu importe lequel, sont tous hyper chargés d'une histoire. Et donc, effectivement, d'un passé, mais aussi d'un futur que j'imagine. Mais c'est normal, parce que moi, c'est pas mon métier. Et puis, c'est pas moi qui le vends. Et je ne considère pas l'objet comme un numéro, ni le client comme un numéro. Et ça, c'est une logistique qui appartient vraiment à ton métier. Donc, c'est bien normal. Mais c'est vrai qu'en tant que créatrice de contenu écrit, l'objet devient pour moi facilement une fascination. Et c'est pour ça que j'adore aller chez vous, parce que, et je te l'ai déjà dit plein de fois, où que je regarde, où que je m'assois, j'ai l'impression de m'asseoir dans la destinée de quelqu'un ou dans l'histoire de quelqu'un. Et ça, je trouve ça hyper excitant.
Oui, oui, évidemment. Évidemment, moi, il faut que je fasse attention à ne pas m'éloigner de ça et à essayer toujours d'être aigu, enfin d'avoir une attention aiguë sur l'objet, parce qu'il y a beaucoup de cela qui passe à la salle des ventes entre mes mains. Il y a un grand va-et-vient permanent et donc il ne faut pas que ce soit que l'objet se transforme en marchandise et que je fasse attention justement et continuer à leur donner du poids. Parce que je me rends compte que je saute plusieurs questions de mon conducteur, mais ça c'est pas grave du tout, c'est se laisser porter par le fil aussi de la discussion. Mais ce qui m'intéressait dans cette réunion de vous avoir tous les deux avec moi, c'est que toi, par ton métier et aussi par tes connaissances, par ta culture, et Adèle, par ta sensibilité que je connais pour toutes les fois où on a discuté ensemble, je sens qu'il y a quelque chose qui nous rejoint, c'est quand même l'intérêt pour la mémoire, que ce soit la mémoire individuelle ou la mémoire collective, et pour l'héritage, ce dont on hérite, sur tous les plans, même l'héritage un peu fantomatique de nos ancêtres. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée dans les conversations que je pouvais avoir avec toi, Alban, ou avec toi, Adèle. Et je me dis, là, de nous réunir tous les trois, ça peut être aussi l'occasion d'échanger sur ça, sur la mémoire et l'héritage, et sur ce que ça nous apporte dans nos vies, aux uns et aux autres. L'héritage en termes de personnalité, en termes... Mais comment on s'inscrit dans une lignée, de toute façon, et ce qu'on porte de cette lignée. Alors, toi, c'est par rapport aux objets, forcément, qui se transmettent, mais pas que. Non, peut-être pas que, mais en même temps, c'est peut-être assez inédit quand même pour moi, parce que je ne viens pas je n'ai pas hérité de cette passion de l'objet. Je me la suis faite un peu tout seul. Je ne suis pas issu d'une famille qui a cultivé cet amour du bel objet. Ah, c'est trop bien, ça aussi. C'est super de te considérer un peu comme électron libre aussi par rapport à ça et de t'être fait cette fascination-là pour l'objet et pour la mémoire, parce que ça vient du coup. Bah, à la rigueur, on s'en fout parce que non, mais j'allais dire, on s'en fout parce que ça fait ça fait partie intégrante de toi. Et dernièrement, j'ai été invitée à déjeuner chez toi par ta charmante épouse que j'apprécie beaucoup, et son invitation m'a fait beaucoup de bien parce qu'elle arrivait à un moment où j'avais beaucoup besoin de manger avec une très bonne amie. Et j'ai trouvé votre maison magnifique à tellement d'égards aussi. Enfin, l'intérieur de la maison est tellement habité par... D'ailleurs, il y a des objets que j'avais vus à la salle des ventes dans votre petit espace cocooning de café, etc., que j'ai retrouvé dans ton salon. C'est comme des petits clins d'œil, en fait. Et où que je regarde, que ce soit à la salle des ventes ou chez vous, j'ai 1000 histoires qui me traversent la tête à chaque fois. Moi, ça suffit à faire de vous vraiment des super amis. J'ai envie d'être avec vous tout le temps. Parce que forcément... Non, mais si un jour je suis en panne d'inspiration, je vais prendre l'apéro chez Pauline et Alban, je suis refaite, quoi. Tu vois ? Non, mais c'est vrai que tout à l'heure, quand tu parlais, la question qui me venait, c'était effectivement, est-ce que tu as des projets secrets pour les objets que tu fais passer? Parce que tu es à la fois un passeur, ok, il y a un prix, il y a un acheteur, il y a une valeur qui monte, qui est atteinte ou pas. Et donc, et ça, j'ai pas forcément envie d'y toucher parce que déjà, j'y connais rien. Et que ce que je me posais comme question, c'était la continuité. Et je me demandais... C'est ta première question, ouais. Oui, c'était est-ce que tu as un projet secret pour les objets quand tu les rencontres et que tu te dis, bon, bah là, ils sont à un moment de leur vie. Je dis ça comme s'ils étaient vivants, mais ils sont à un moment de leur vie où il faut une petite halte. Et puis, ils vont repartir vers d'autres aventures avec d'autres gens. Donc, ils vont muter, ils vont changer de symbolique. Ils vont prendre une nouvelle histoire. Et je me suis demandé après si tu avais un objet dont tu te souvenais et que tu avais été particulièrement heureux de voir continuer sa vie. Toi, ça, c'est une question que je n'ai pas anticipée. J'aurais pu. J'ai anticipé toutes celles qu'allait me poser Agathe ce soir.
Mais toi, Adèle, j'ai pas anticipé les questions que tu allais me Si poser tu veux, on aujourd'hui. coupe. Oui, donc en fait, des projets secrets, ça ne concerne pas les projets des autres parce qu'il y a beaucoup donc, d'acheteurs potentiels qui fantasment sur des objets qui apparaissent, qui moi ne m'aiment pas. Et puis moi, parfois, oui, j'ai des projections sur des objets parce que je les trouve intéressants, je les trouve beaux ou esthétiquement scotchant, donc je vais peut-être nourrir en moi la volonté de le posséder pour rendre mon quotidien plus plaisant à mes yeux, parce que je vais avoir sous mes yeux, que ce soit chez moi ou à la salle des ventes, quelque chose qui m'agrée. Oui, donc je fomente ce genre d'idées, et quant à un objet... Oui, il y en a pas mal, mais de toute façon, il faut en choisir un. Celui que je vois quand même relativement souvent, je l'ai quitté encore il n'y a pas longtemps, c'est cette coiffe de chef indien, mais pas d'Indien des États-Unis, Indien d'Amazonie, qui est passée en vente aux enchères. Finalement, j'ai pas pu la vendre parce que j'avais pas... ce sont des plumes constituées de plumes de perroquet, de plumes d'ara. Et on n'a pas la possibilité de les vendre comme ça, sans autorisation. Il faut avoir l'assurance que l'espèce, le dit perroquet, ait été déplumé avant 1974, avant la Convention de Washington. Je ne pouvais pas le prouver, donc je n'ai pas pu le vendre en toute légalité. Donc le vendeur m'a dit qu'est-ce qu'on fait ? Je lui ai dit moi j'adore cet objet. Donc je vous avais annoncé une estimation, et donc moi je suis preneur à l'estimation, voilà. Donc je lui ai réglé ce prix-là, mais oui, parce que la plume, parce que l'objet provenant d'un animal, alors oui, c'est pas une priorité, il faut pas absolument que ça vienne d'un animal pour que je vénère l'objet, mais bon, là il y avait quelque chose vraisemblablement de vivant, et puis donc ça avait coiffé un personnage donc qui est loin de ma civilisation, et donc ça fait voyager aussi, quoi, au-delà des couleurs qui étaient extraordinaires. Il était bien soclé. Bon voilà, je sais pas pourquoi c'est celui qui me vient en tête, parce que je l'ai quitté il y a pas longtemps, certainement. Mais des flashs comme ça et des coups de cœur, oui, il y en a quand même beaucoup. J'aurais espéré que tu parles de mes tasses Shoki, pour lesquelles j'ai enchéri et que j'ai remporté cette enchère. Des tasses Shoki dans lesquelles je bois mon café tous les matins. Voilà, j'espère que tu es content de l'apprendre et que tous les matins, tu peux penser à moi en train de boire mon café dans ma tasse Shoki. J'avais eu un coup de cœur aussi pour ces tasses, mais dès lors que j'ai su qu'elles t'intéressaient, j'ai détourné galamment mon attention pour pas te concurrencer. Merci. Je t'en prie. Ça fait bien plaisir. J'ai une petite question qui va du coup ouvrir aussi un peu la discussion. Si vos amis devaient vous décrire, que diraient-ils de vous ? Ouais, ça va te parler. Je vais dire des mots, j'ai le droit. Ouais. Coloré. Ouais. Droit au but. Analyse. Donc, je suis quelqu'un... analytique, ou en tout cas... J'aime bien analyser les choses, j'aime bien les décortiquer, j'aime bien trouver ce qui se cache derrière. Je n'aime pas les situations embourbées où on est obligé de patauger là-dedans. Il y a un moment donné, c'est confortable, à un moment donné, c'est collant. Voilà. Et donc, j'aime bien analyser les choses. Puis, je crois que j'aime bien les gens. Voilà. Et puis, j'aime à la fois baroque et un peu fluo. Un petit mélange de tout ça. Je suis un peu un équilibre instable, on va dire comme ça. Ok. Et puis un peu gentil. Ça, c'est ce que tu as conscience d'être, mais et tu penses que les personnes captent. Non, c'est ce que tu penses que les gens pensent de toi. Ouais. Et toi, tu es d'accord avec ça ? Je suis toujours surprise de ça. Parce qu'à un moment donné, j'avais fait un bilan de compétences et donc il y avait des portraits chinois et j'ai été très étonnée des retours, en fait. Parce que c'était très
solaire, très coloré, très bienveillant, Alors, il y avait aussi le côté sombre. Hein. Je suis pas que... je peux descendre à la cave pour aller chercher ce qui se cache derrière une problématique. Mais donc, et aujourd'hui, ça me fait pas peur de descendre à la cave. Mais du coup, voilà, j'ai ces deux facettes-là. Tu sais que ça a une connotation sexuelle, hein, descendre à la cave, on est d'accord, hein. Mais c'est toi qui le dis. C'est toi qui Tout le monde le penses, sait, les filles, mais tout le monde le sait. Descendre à la cave a une connotation sexuelle. Mais laquelle ? Qui est Ah bah, coucher avec une femme. Descendre à la cave, oui, c'est descendre dans cette partie sombre, mais oui. Je n'ai pas compris. Après, je ne sais pas. Je vous laisse un moment pour réfléchir, mais je crois. Enfin, en tout cas, oui, moi, j'ai ça en tête. Descendre à la cave, c'est une expression pour dire, pour annoncer un rapport sexuel. D'accord. Ah, ok, d'accord. Non, mais ne coupons pas. Et non, mais d'ailleurs, pour être quand même tout à fait transparente, parce qu'on je regarderai aussi pour être absolument certain de ce que j'avance. On est dans bocal. Un bocal, c'est transparent, soyons transparents. Même si on ne l'entend pas et qu'il ne dira rien ce soir, Sébastien est dans la place, évidemment. Et l'occasion de me taire. Sébastien n'est pas loin. Et Sébastien approuve l'expression d'Alban en me faisant des signes pour confirmer que l'expression existe. Pour confirmer que l'expression existe et qu'elle a un sens. Après, là où je suis fou, je l'admets, c'est que ça n'avait rien à voir par rapport à ce que disait Adèle. Et donc, voilà, je te redonne la parole. Tu avais besoin de passer un fantasme, ok, voilà. Oui, et puis ça signe quand même cet entretien de la patte, de la griffe d'Alban. Et toi, Alban, que diraient tes amis de toi ? Ah, mes amis, oui, j'allais dire, ça dépend qui. Il y a évidemment tes amis. Plein de retours possibles en fonction de l'individu à qui on a affaire, mais mes amis... Je suis un mec sympa, je crois. J'en ai pas des masses non plus, mais et que j'espère qu'ils vont se dire que je peux être toujours là pour eux, que je vais toujours avoir plaisir à me démener pour leur plaisir. Le plaisir, le contentement des autres. Généreux. M'en procure aussi beaucoup. T'es d'accord avec ça ? Oui, j'adore ça. C'est une vraie stimulation que de me plier en quatre, ou même pas me plier en quatre, ou faire un petit truc, un petit geste qui va faire débloquer la situation. C'est vrai, mais moi je suis d'accord avec ça. Enfin, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tous les deux. Ouais. Et comme je suis votre ami à tous les deux, je suis entièrement d'accord avec tout ça. Est-ce que vous vous souvenez la première fois qu'on s'est rencontrés ? Ça va être de la boucherie ce que je vais raconter. Ah bah si. Non, Adèle, toi tu te souviens la première fois où tu as rencontré Alors c'est peut-être un faux souvenir. J'ai l'impression qu'on s'est rencontrés plusieurs fois, une première fois. Ah, c'est possible. Non, mais c'est parce que j'ai un souvenir dans une agence de pub. Ouais. Mais je me demande si on ne s'est pas rencontrés avant. Du regard ou en approche comme ça. Avec la jungle ? Oui, il y avait ça. C'était concomitant. Mais je crois avant, je pense que c'était quelqu'un que j'avais déjà vu et donc je t'ai déjà rencontré. Quand je te dis de rencontrer du regard, c'est ça. Ouais. C'est savoir que tu es là et qu'on se croise. Ouais. Voilà. Et après, il y a eu effectivement l'agence de publicité. Ouais, il y a eu l'agence de publicité et peu de temps après, un vernissage à la jungle où tu avais fait un discours de vernissage et j'étais venue te saluer en disant on s'est vu il n'y a pas très longtemps à l'agence et on a discuté comme ça. Oui, donc il y a eu une première fois et puis finalement une deuxième fois et c'est les deux moments sont importants mais il n'y aurait pas eu de deuxième fois sans première fois. Oui, mais après... tu reconnais bien ma pertinence. Quel taquin. Oui, c'est ça. Après, on peut pas... Je sais pas si on peut dire qu'on est amis.
dans le sens où on se voit pas tous les jours, tu vois, on n'est pas, on n'a pas, enfin, après c'est pas méchant ce que je veux dire. Ah non, je comprends. C'est que ce que j'aime bien avec toi, c'est que effectivement on est dans un cercle ami. Oui. C'est-à-dire qu'on sait que quand on va se voir, quand on va se croiser, ça va être super parce que on va se dire des trucs qui vont au-delà de la première question, qui ouvrent le monde tout le temps. C'est ça que j'aime bien. Et même si on se voit pas tous les jours, ou si on s'appelle pas tous les jours, ou si on n'est pas en train de s'écrire tous les jours, on sait que quand on se voit, c'est toujours qualitatif, c'est toujours attendu, on a toujours des discussions profondes, et tu fais quand même partie des personnes où je sais que si un jour j'ai une galère, et que je sais que tu peux m'aider ou m'apporter du réconfort, je sais que je pourrais me tourner vers toi. Et il y a assez peu de gens en qui j'ai suffisamment confiance pour faire ça. Et Alban aussi. Alban et Pauline, donc vous êtes vraiment des personnes, je sais, sur qui je peux compter. Et c'est pour ça que... C'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir, c'est que vous êtes précieux aussi à mon cœur. Et donc, toi, tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés ? Non, mais je me souviens de la deuxième, dans la boucherie. Dans la boucherie, oui. Il y a dû avoir de nombreuses fois avant cet épisode de la boucherie, parce qu'on était déjà dans ce jeu destructeur, en tout cas où on se charrie, où on a un rôle à jouer, où on doit se détester et se... On a simulé une dispute dans une boucherie. Voilà, donc forcément, mais c'était pour jouer. Oui. L'événement marquant qui a fait que je me suis j'ai senti que tu avais du répondant dans ce registre, mais ça, je ne pouvais pas... voilà. Donc il y a déjà eu des antécédents, mais j'ai trop peu de mémoire pour savoir lesquels. Voilà. Mais en tout cas, dans la boucherie, je ne sais plus par quel... je suis rentrée et on s'est regardé et juste le regard a dit « on va jouer ». Un peu comme deux chiots. Et donc on a commencé à simuler une dispute, mais seuls nous étions au courant de cette dispute. Et donc il y avait d'autres clients dans la boucherie et le boucher qui ne savait pas trop... voilà, et rapidement, ils ont compris, on a désamorcé. J'ai compris. Ouais. Non, mais pas canular. Les vraies premières fois où on s'est rencontrés, il y a une fois où on s'est rencontrés, mais ça date vraiment, c'était dans une boutique qui s'appelait le Jazzeur de Bohème. D'accord. On s'était croisés là-bas et c'est la première fois que je rencontrais aussi Pauline. D'accord. On avait tous les deux nos petits dans des poussettes. Ouais. Et quelques années après, on s'est reparlé parce qu'on se voyait à la sortie de l'école. Parce que Abel et Com étaient dans la même école avec un an d'écart. À Voltaire ? À Voltaire. D'accord. Exactement. Ouais. Et un jour, Abel et Com se sont télescopés dans la cour. Et j'ai récupéré Com avec un œuf de pigeon énorme sur le front. Abel avait aussi un œuf de pigeon énorme sur le front. Et on s'est dit, mais qui est l'autre enfant ? Et on s'est retrouvés au parc le soir. Et j'ai vu un enfant avec un front bien défoncé. Et j'ai dit, ça doit être lui. Et donc, je suis allée vers vous pour vous dire, voilà, nos voilà ce qui s'est passé. J'espère que vous êtes bien assurés. Voilà, c'est ça. Et ça, donc, la bataille juridique a démarré. Le procès est toujours en cours, d'ailleurs. Oui. Mais bon, ça va. On n'en parlera pas ce soir. Il y a aussi quelque chose qui vous relie tous les deux, et là, ce n'est pas du tout ramener la couverture à moi, mais c'est quand même quelque chose d'important. C'est que récemment, j'ai mené une action à la maison d'arrêt de Reims, et j'ai demandé à des personnes qui étaient intéressées pour le faire d'écrire une lettre à un détenu inconnu. Et vous avez tous les deux participé à cette expérience. Et j'aimerais savoir ce qui a motivé votre participation à cette expérience, hormis le fait, Alban, que je t'ai forcé. Donc il n'y en a pas. C'était sous la pression. Parce que l'effort d'écriture est toujours agréable pour tout le monde, et donc pour moi aussi, se poser et donc générer dans sa journée une petite parenthèse à soi,
une demi-heure, 3/4 d'heure pour s'exprimer et puis essayer de trouver déjà une idée et puis des mots, essayer de construire un texte qui soit facilement lisible, compréhensible. Bon, moi ça m'a tenté. Aussi, je connais quelqu'un qui avait écrit un texte au préalable, et puis donc ça m'a donné envie aussi de ça. Et toi, Adèle? Mais il y avait aussi le jeu de l'écriture, effectivement, de savoir à qui, enfin, ce qu'on allait raconter à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et la plus grosse difficulté, en fait, en écrivant, moi j'ai mis du temps à l'écrire. Je l'ai réécrite plusieurs fois parce que je m'apercevais que je racontais ma vie, que c'était pas intéressant et que le mec ou la nana, enfin non, c'était un des hommes. Le mec, il s'en fout en fait complètement. Donc il faut que je trouve quelque chose qui va le sortir de sa boucle. Voilà. De son quotidien, comme lui Oui. te sort de son quotidien. Ah bah ça, il m'a sorti. Hein. Ça, c'est la réponse a été étonnante. Donc il y avait à la fois le jeu d'écriture, trouver le rythme, les bons mots. Moi j'aime ça, écrire, trouver la rythmique. C'est ça qui me plaît. La respiration, où se place la respiration, comment les mots dansent et comment... Donc tu as été publié dans l'Œilleton? Je ne sais pas, peut-être. Dans le premier? Dans le deuxième? Dans le deuxième. Dans le deuxième. Ouais. Tu seras dans le deuxième, mais aussi dans le troisième. Parce que Adèle, toi, tu as écrit deux fois. Adèle a écrit une première lettre qui sera dans le deuxième tome et qui était une lettre fabuleuse de confession très personnelle. Et dans le troisième tome, donc pour la troisième session, Adèle a écrit une carte postale éclat de rire. Ah oui. Et c'était exceptionnel parce que vraiment tout le monde a ri et c'était formidable. Et toi, Alban, tu as écrit une lettre magnifique sur la définition qu'on pourrait donner au mot liberté et au fait que parfois, même en étant libre, on se sent enfermé dans nos vies. Et j'ai trouvé ça très juste et ça les a fait beaucoup réfléchir. Et pour vous, c'est quoi d'ailleurs être libre? Alors attends, je voudrais finir sur la question d'avant parce que il n'y a pas que l'écriture en fait dans le projet que tu as lancé. Il y a aussi la rencontre avec l'autre, mais que tu ne connais pas. C'est-à-dire que tu ne connais pas son histoire, tu ne connais pas son visage, tu ne sais pas quelle morphologie il a. Donc c'est très compliqué d'écrire à quelqu'un que tu ne vois pas. Et j'avais pas envie d'être dans voilà l'extérieur, voilà ce qui se passe. J'avais pas envie d'être dans cette information-là. Et donc, j'avais envie d'être dans une rencontre comme si c'était quelqu'un que je connaissais, mais vraiment. Et donc, j'ai effectivement confié à un moment de vie des interrogations sur ce qui me travaillait à ce moment-là. Mais la difficulté a été de ne pas l'imaginer et de m'adresser à lui en le laissant tout puissant de ce qu'il est. Et je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il fallait imaginer quelqu'un que je ne connais pas, comme si... Enfin, il fallait que je parle à quelqu'un que je ne connaissais pas, comme si on était en lien, mais en lien de sang. Il y a des moments, il y a des gens qu'on sent dans ses veines, comme ça. Et donc, j'avais envie de ce rapport-là. Et c'était très compliqué. J'ai mis un temps fou à créer cette relation-là avec cet homme que je ne connais pas, mais à qui je parlais comme si... Comme si tu l'avais quitté la veille et vous étiez dans une conversation de continuité. Il n'y avait pas de présentation, c'était tout de suite... Le contexte était tout de suite... voilà ce qui se passe, voilà, je t'informe de ça, j'en suis là. Tu t'as utilisé le tutoiement? Je crois. Je crois. Je lui ai raconté des choses. Ouais. Et puis, le travail d'écriture m'a fait grandir et j'étais très reconnaissante de cette aventure-là parce que ça m'a donné de la distance, voilà, par rapport à ce que je suis. Et ça rejoint une autre conversation qu'on avait eue sur aller au-delà de soi. Faire le pas de côté
Et puis voir plus loin que son territoire, que ses propres enjeux, et de voir comment est-ce qu'on contribue à façonner le monde, en fait. Quelle pierre on pose sur le monde. Ça, c'est hyper important pour moi. Enfin, ça devient de plus en plus important. Et est-ce que c'est ça la liberté, justement, pour toi ? En tout cas, c'est ma quête de liberté. Voilà, je ne sais pas si c'est la liberté, mais je prends cette liberté. Je prends cette liberté de poser quelque chose à moi sur le monde qui, peut-être, est intéressante. Je ne sais pas. Oui, c'est hyper compliqué comme question que tu nous poses, Agathe. Moi, je vais avoir des difficultés à y répondre, parce que contrairement à toi, je n'ai pas forcément un esprit qui résonne trop et qui est trop dans l'analyse. Bon. Non, la liberté, je me sens libre, prosaïquement, très pragmatiquement, parce que personne ne m'empêche de venir m'asseoir autour de cette table et que je peux parler de descendre à la cave sans me faire menotter, Comme tu aimerais peut-être qu'on le fasse, mais bon. Décidément, les fantasmes, en fait, on va tout savoir. Et ben voilà, la liberté, c'est d'avoir des fantasmes et qu'ils ne soient pas contraints, ou en tout cas, comment dire, corsetés, enfin qu'ils ne soient pas contraints de ne pas pouvoir exister, quoi. C'est pas. Ouais, mais pourquoi pas, quoi. Non. Ouais, pourquoi pas. Non, mais oui, ça te va bien. Mais si mes questions sont un peu compliquées, on peut peut-être passer à un registre plus simple, genre quel est ton plat préféré, Alban? C'est une vraie question, du coup. Elle n'est pas sur mon conducteur. La choucroute. La choucroute? Oh. Ah ouais. Je dis ça parce que je mange de la choucroute depuis longtemps, depuis dimanche, où j'ai dû manger de la choucroute dimanche midi, dimanche soir, lundi midi, lundi soir. Mardi midi, mardi soir, ce midi encore. Donc, ouais. On imagine tellement l'état de ses intestins je ce ne soir. peux pas. Ça n'a pas l'air de le perturber. Il a l'air de bien gérer la chose. On n'est pas importuné. Je ne peux pas te répondre autre chose. Si je n'aimais pas la choucroute, enfin, je ne pourrais pas te répondre aussi clairement et de façon aussi assurée. Très bien, très bien. Et toi, Adèle? Mon plat préféré? Ouais. Ah, j'en ai plein. Parce que, en fait, j'ai des envies comme ça que j'ai besoin de nourrir jusqu'à l'écœurement. Ah ouais? Ouais. Genre monomaniaque pendant un temps de... Ouais, donc j'ai eu une période chocobon. Et donc je vais acheter des chocobons. C'est quoi le chocobon? Les chocobons, c'est des tout petits œufs en chocolat de chez... Kinder? Ouais, voilà. À l'huile de palme, vraiment. J'étais à fond là-dedans. Et donc, en général... C'est pas l'existence de l'huile de palme, mais les orangs-outans n'étaient pas en voie de disparition. J'achetais des... Oui, je sais, mais à cette époque-là, je ne culpabilisais pas. Bah, oui. Et donc, j'achetais des tout petits paquets quand même pour me raisonner, tu vois. Et puis, au bout d'un moment, en général, le jour où je me dis, bon, Adèle, vas-y, Franco, vas-y, t'achètes le paquet familial, t'y vas, tu passes la soirée avec tes chocobons, on y va, vas-y, fais-toi plaisir, arrête de culpabiliser. En général, j'achète le paquet, et bien j'ai plus envie. Ah ouais. Donc, j'en mange quelques-uns, et puis ils traînent. Puis, donc la satiété arrive du seul fait de pouvoir. Tout à fait, maître. On m'a pas appelé comme ça depuis 40 ans, moi. Je pensais que tu avais 35 ans. Beaucoup moins. Et beaucoup moins. Que tu m'appelles maître. Parce que c'était beau ce que tu as dit. Ta phrase, elle était... Ouais. C'est vrai qu'on a envie de s'incliner d'un seul coup. C'était de fulgurance comme ça. C'est énorme. Et ça t'a échappé. Et c'est juste la question sur la bouffe, en fait. Ça. Oui. Vraiment. Mais bon, en même temps, j'ai pas dit quelque chose d'absolument révolutionnaire. On sait que quand on convoite beaucoup des choses, et puis lorsqu'on les a, c'est beaucoup moins... appétissant tout de suite. Écoute, force est de constater que oui. Même si je suis pas quelqu'un de pouvoir, j'aime pas ça. Oui, enfin de pouvoir. En l'occurrence, tu les as. Ils ont fait de l'œil dans ce rayon, tu les as achetés, et puis non, c'est pas le fait de les posséder, mais c'est le pouvoir. T'aurais pu peut-être les manger dans le rayon, quoi. Les manger dans le rayon sans, tu vois, parce qu'il y avait
la situation un peu dangereuse, Du voir vol. se faire griller. Troisième fantasme de la soirée. Vas-y, continue. Oh bah il y en aura au moins 15. Oh bah, j'imagine. Non, c'était même pas ça. C'était même pas le... J'avais besoin de me débarrasser de la culpabilité de pouvoir manger mes chocobons peinardes au moment et dans un contexte choisi. Et en fait, en faisant ça, je me rends compte que C'est assouvi, c'est bon. ouais, je passe à autre chose. Et que deviennent les chocobons non mangés? Ah bah je les donne à un moment donné. Ah oui, Bah oui, parce que j'en veux plus. Alors s'il y a des gens qui aiment ça, je donne. c'est bien ça. Parce que quand même, la date du péremption du chocobon, c'est plutôt éloigné. Quand Oui, tu achètes un paquet, t'en as quand même pour. Oui, mais un mois, ça sert à rien de les c'est garder. triste. Oui, d'accord, mais ça sert à rien de les garder si tu n'en jouis pas. Enfin, tu vois, c'est comme les bouquins, tu vois. Eh ben, tu vois, ça fait partie des questions que je me suis que j'ai travaillé T'as dans. anticipé. Ouais. Mhm. Les bouquins, aujourd'hui, avant, je gardais les bouquins à la maison. Ma mère avait, c'était ce que j'appelais son chef-d'œuvre. Elle avait une bibliothèque. Ouais. Toute sa vie, c'est une nana qui a lu énormément et donc elle avait des murs entiers de livres qu'elle classait, enfin, selon ses rangements. Et donc, quand elle est décédée, j'ai tenu absolument à garder ça parce que pour moi, c'était son chef-d'œuvre. Et en fait, aujourd'hui, je n'aime pas garder les livres. J'ai besoin qu'une fois qu'ils soient lus, qu'ils repartent. Ouais. Parce Donc, que tu les mets dans une boîte à livres. soit je les mets dans Ou tu une les boîte, confies à ouais, soit quelqu'un. je les donne à Tu les quelqu'un. Parce que déjà, j'aime bien qu'on me donne un livre. J'aime pas acheter un livre. Ouais, J'aime d'accord. Ah ouais. qu'on me dise, ah, tiens, j'ai lu ça, oh, ça m'a transcendé, tiens, vas-y, profite du truc. Et après, il faut que ça reparte, parce que pour moi, c'est un livre, c'est forcément voyageur. Bah oui. Et là, si tu devais donner un livre de ta bibliothèque à Alban, tu lui donnerais quoi? Ah, je lui donnerais... Alors évidemment, je ne m'en rappelle plus du nom, hein, mais c'est l'histoire d'une femme. Ça se passe, je crois, un peu au Vietnam. Et donc, elle est veuve. Et donc, elle travaille au champ et elle s'est trouvée un nouveau marlou, comme disait ma grand-mère. Alors, ce n'est pas un barrage contre le Pacifique. Voilà. Non, Mais on y a pensé un en marlou. même temps. Un marlou, c'est un bon ami. Ouais. Et donc, elle s'est trouvée, elle a un nouvel homme dans sa vie avec qui elle va certainement se marier. Et pas de bol, le premier mari revient. Et donc, il revient, il était perdu dans la jungle, il revient. Donc, c'est toute une histoire parce qu'elle a fait sa vie, elle est passée à autre chose. C'est le retour de Martin Guerre Et donc, au Vietnam. ah ouais. Et donc, elle est complètement paniquée. Oui. Et en fait, bon, il y a cette histoire-là, première, mais surtout, le livre raconte tous ses plats. Comment elle fabrique les plats, les soupes. Donc, on passe notre temps à goûter en fonction des états d'âme ces plats. On est vraiment en immersion dans ce moment de vie. Et c'est vraiment un livre que j'ai plaisir à transmettre. Que tu as eu plaisir à oui. lire et Ouais. que tu me transmettrais donc Oui. ce soir. Ouais. Ouais. Parce que ça t'embarque vraiment, t'es spectateur, tu fais partie du village, tu sens quand tu passes à côté de chez elle, tiens, elle est en train de préparer ce truc-là, tiens, elle a ramené ça des champs, qu'est-ce qu'elle va faire avec ça? Enfin voilà, t'es vraiment avec elle, quoi. Ouais. Ça te plairait de lire ça? Non. Oh bah. Non, pas particulièrement. Combien même tu en parles très bien et ça te donne envie. Mais peut-être que je raisonne parce que je sais que je suis assez avare de lecture, que je sais que j'ai pas un grand potentiel de lecture. J'aime ça, mais je me donne pas trop le temps suffisant pour lire. Et donc il va falloir que j'aille déjà sur ce que je prémédite. Mais offre-le-moi tout de même pour que je puisse me contredire, rien que pour ce plaisir-là. Et quel est le livre qui est sur vos tables de chevet en ce moment? Ah, il est dans mon sac à main.
C'est vraiment une mémoire, pas possible. Bah, va le chercher. Je suis raccordée. Ah, t'es raccordé, t'es sous perf électrique. C'est ma copine Mallory qui m'a offert ce livre-là. Ça s'appelle Le sel de la vie de Françoise Héritier. Et donc, le truc de départ, c'est ça commence par une semaine volée. Et donc, une semaine, c'est son médecin qui est parti en vacances et il lui écrit, je crois, une carte postale en lui disant, voilà, c'est une semaine volée. Et donc, elle dit, mais en fait, vous vous êtes volé à vous-même ce temps, vous passez votre temps à vous voler du temps pour le donner aux autres. Et là, vous m'expliquez que vous avez pris une semaine et que vous avez, en gros, volé du temps à vos patients pour vivre ça. Et donc, elle explique tout. Enfin, elle fait une liste de tous les petits moments sympas dans la vie. Et donc, c'est sans fin. Donc, ça dure, 90 pages. La façon de la première gorgée de bière. Un peu, ouais. Donc, c'est la démarche de Henri Fonda, le sourire de Brad Pitt, mais c'est aussi soupirer d'aise, flâner dans les rayons d'un grand magasin, rouler en jeep sur des pistes défoncées, manger à main nue, accroupe-t-on autour du plat, partager une noix de cola ou une barre de chocolat. C'est que des trucs comme ça, voilà. Donc, voilà ce que j'ai en ce moment sur... Sympa. Ouais. Et toi, Alban ? Dans ton sac. J'ai pas de livres en vue parce que je sais que la période n'est pas du tout favorable à ouvrir un livre. Je sais que si je l'ouvre ce soir en rentrant, je ne le terminerai pas et j'en ai ras-le-bol de commencer et de ne pas finir. Donc le prochain, je l'ouvrirai à la prochaine période de vacances. Et là, je m'y adonnerai. Je sais qu'il y a Triste Tigre qui est absolument à lire. Donc ce sera peut-être celui-là, à moins qu'il soit dépassé par un autre, parce que souvent, ouais, il me faut une vraie appétence à le lire, parce qu'on m'en a parlé, parce qu'une personne que j'aime qui va me parler de ce livre-là, et donc je me projette de cette façon-là. Là, moi, la dernière que j'ai refermée, c'était La Foudre. Ah oui, ok. Oui, de Pierrick Bailly. Hein, Pierre Bailly ? Non, c'est Pierrick. Pierrick ? Ouais, Pierrick. Ok, à vérifier. Voilà, qui m'a beaucoup plu, donc on est sur ce registre-là, mais je suis pas sûr aussi de... Après, non, en fait, je suis pas sûr que ce soit le dernier que j'ai refermé. En fait, après, j'ai lu La Fin des nuages. Et ensuite... Mathieu Simonet. Ouais, de Mathieu Simonet. Et puis après, un petit ouvrage d'Apollinaire porno qui s'appelle je ne sais plus quoi, d'un Don Juan, La journée d'un Don Juan, où contrasté complètement avec ce que j'avais lu avant, mais ça me fait bien rire, ce genre de petites lectures, de petites entr'actes. Petite capsule Ouais, c'est ça. littéraire. Mais bon, c'est écrit par Apollinaire. Ah oui, non, mais bien sûr, quand bien même ce serait écrit par le voisin d'en face. Oui, je le lirai pas. Je le lirai pas. Un tel sujet, je préfère que ce soit écrit par un grand auteur, un grand auteur. Une valeur sûre. Ouais. Ouais. Et quels sont vos premiers souvenirs, je vais dire culturels, mais c'est très large. Quels sont vos premiers souvenirs d'enfance qui vous ont relié soit à la lecture, l'écriture, soit à la musique même, votre première fascination d'enfant? Merci. Ah, bah moi, C'est chacun son tour. Tu dictes les règles, tu dictes tout, en fait. Je suis un vrai tyran. Ouais. Tu veux pas C'est toi qui dis. J'aurai le dernier mot. Bon, c'est pas celui qui dit. Mais celui qui répète, c'est un perroquet. On peut continuer longtemps. Moi, au premier gros plaisir avec la musique, c'était moi en tant que chanteur dans cette chambre à Tinqueux où je me passais les disques vinyles et de Gérard Lenormand notamment à chanter à tue-tête Si j'étais président, genre de choses comme ça. C'est les premiers émois musicaux, donc j'y assistais, mais j'en étais l'acteur. Et après, en tant qu'auditeur, peut-être ce concert de Portiched aux Eurokéennes de Belfort, en je ne sais quoi, 1845.
siècle dernier. C'est vrai Non, qu'il mais- va remplir. On a Au oublié lycée, où je me suis dit, ouais, c'est absolument démentiel d'être là, de vivre ça, de vivre ce concert. Ben, tu vois, quelque chose, ensuite, un sentiment que j'ai revécu après. Mais c'est voilà. Oui, transcendant. oui, bon, on a au lycée un peu moins de 18 ans, peut-être 18 ans parce que j'ai redoublé. Donc oui, voilà, c'est ça. Dans un sens comme dans l'autre. Donc le chanteur dans sa chambre et puis ensuite écouter Beth Gibbon chanter. Ouais, c'était les deux petits, les premiers souvenirs qui me viennent quand tu me poses la question. Et toi, Adèle? C'est aussi dans ma chambre. Alors, c'est la musique de la voisine du dessous. Parce que, en fait, quand elle allait pas bien, elle avait tendance à boire un peu. Et donc, et comme pour noyer son chagrin, elle écoutait de l'opéra très, très fort. Et donc, quand l'opéra traversait le plancher, c'est que ça gazait pas trop fort. Mais du coup, ça faisait une ambiance comme C'est que ça n'allait pas, c'est ça? Gazait pas trop fort? ouais. Ça n'allait pas. Elle allait pas très bien, mais du coup, ça mettait une ambiance à la maison qui était un peu étonnante parce qu'il y avait la calasse qui traversait le plancher, quoi. Et donc, c'était on savait qu'elle allait pas bien, mais en même temps, nous, ça nous mettait... Alors, c'est horrible ce que je dis, mais le fait d'avoir cet opéra qui remplissait l'espace de l'appartement, nous, ça nous mettait dans quelque chose de... moi, ça me calmait, en fait. Ah oui. C'était très, 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 très fort. Hein. C'était très, très fort. Donc, j'ai ça, bon, qui n'est pas drôle, mais qui est mon premier lien avec la musique. Et donc, après, toujours dans cette chambre, il y a Rondo Veneziano. Alors, ça, j'étais fan absolu de ce truc. Je trouvais ça génial. Ça m'emportait. Il y avait des embardées comme ça. Qui est un chanteur lyrique, hein? Ah, c'était une espèce de groupe de musique. Ah, donc rien à voir. C'était un espèce... Vous Vous voyez pas ce que c'est, Rondo Veneziano? Moi non plus. Ah, il y avait un... Tu vois pas non plus? Ah, c'était un groupe de musiciens un peu baroques, mais un peu rock baroque, je sais pas, j'ai envie de dire ça comme ça. Baroque fluo? Un peu. Ah, j'adorais ce truc. Il y avait un moment où ça décollait et je me disais, ah, ça y est, c'est parti. Voilà. Ouais. Et en fait, j'écoutais quand j'écrivais mes dissertes, donc c'était beaucoup plus tard parce que j'ai pas de souvenir de moi enfant. Ah ouais? Non, ça démarre vers 12 ans. Ah ouais. Ouais, j'ai aucun souvenir avant. Et donc, après les dissertes, j'avais besoin de mettre les 4 saisons. C'était ton ma capsule. Ouais, ta Ouais. capsule qui canalisait ta pensée. Ouais. Et après, je suis passée par Elton John. Yes. Et après, je suis passée au rap. Alors ça a été un vrai coup de foudre, ce mouvement-là. Je trouvais ça incroyable que on puisse raconter des choses, souvent il y avait une musique qui était très douce. Enfin, il y avait c'est pareil, tu vois, c'était un équilibre instable. Il y avait quelque chose de très mélodieux et très rugueux en même temps. Et ça me plaisait. Voilà. C'est-à-dire qu'on pouvait dire les choses sans agressivité, mais en même temps, le message passait et le vocabulaire qui était employé était suffisamment corrosif pour tout était pertinent, si tu veux. J'aime ça. J'aime quand c'est à la fois mélodieux et corrosif. Et là, en ce moment, aujourd'hui, hier, avant-hier, c'est quoi que vous écoutez en boucle en ce moment? Nina Simone. Ah oui? Ouais, et Apollo Brown. J'ai aussi écouté Nina Simone il n'y a pas longtemps. Hier soir ou avant-hier soir, ou parce que j'écoute quand même pas mal de musique quand je travaille, mais je fais une petite session PJ Harvey. Nick Cave a évidemment rapidement suivi. Mais sinon, Carla Bley me tourne sur la platine vinyle en ce moment. D'accord. Donc moi, je me suis chauffé la voix dans la voiture sur Céline Dion. Je suis au ras des pâquerettes. Ah bah non, ça fait partie du... c'est le petit collector de la journée. Il y a toujours un moment de Céline Dion. Il y a un petit Céline quelque part. Ah bah oui. Ouais. C'est ce qui te redonne un peu de panache dans la journée. C'est ça. Si t'es un peu en mode digestion, bon, d'un coup, tu te mets Céline, hop, tac, c'est reparti. Ouais. La DJ Céline Dion, d'ailleurs. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser, les filles. Non.
le temps C'est pour moins moi fun, de partir. Ah Oui, je me sens un petit peu exclu de la conversation. Il y aura forcément un moment donné où je suis sûre qu'un jour je te verrai chanter Céline Dion, Alban. Ça Oui, arrivera. forcément, il y a Ça arrivera forcément. deux qui devraient me revenir en tête. Voilà. Euh, En tout cas, n'oublions pas que Bocal, c'est aussi pour parler rémois et que vous êtes tous les deux rémois, sauf erreur de ma part. Qu'est-ce qui vous relie à cette ville? Qu'est-ce qui fait que vous y êtes restés? mais j'y suis pas resté, j'y suis revenu. Ah oui. Pour le travail. Bêtement, je n'y suis pas revenu parce que c'était viscéral. Il fallait, à ce moment où je cherchais un stage, en trouver un. Et j'ai eu une réponse positive d'une personne qui a accepté de me faire travailler. Donc j'y suis revenu en 2005, donc il y a bientôt 20 ans. Et donc j'y reste parce que j'envisage maintenant ma profession et ma vie et que j'y suis bien. Mais très bien. Tu n'envisagerais pas de prendre tes valises et de faire ton travail et de réaménager ta vie ailleurs? Si. Ça te dérangerait pas non plus? Non, pas plus que ça. Là, c'est parce que tu es Pas plus bien que ça. établi. Pas plus que ça, et je peux me permettre de le dire parce que ça ne pourra malheureusement pas arriver. Oui, c'est cette liberté dont je parle peut-être dans cette lettre-là, la possibilité de passer à autre chose. Non, on a des engagements professionnels, familiaux également qui ne permettent pas ça. Et c'est pas grave. C'est pas grave, mais en tout cas, je ne peux pas, moi, envisager ma vie dans les prochaines années ailleurs qu'à Reims, parce que j'ai des engagements ici. Ouais. Et ça me va tout à fait. Ouais. Oui, c'est plutôt et toi, bien vécu. ça va, pas de traumatisme. Non. Et toi, Adèle? Moi, c'est ma mère qui m'a tenue attachée à cette ville, qui fait que j'ai dû revenir et que je n'ai pas pu partir. Puis après, c'est un peu la facilité aussi, ne pas prendre de risques d'aller ailleurs. Après, ça m'a pas empêché d'aller bosser de temps en temps à Paris. Il y a eu toute une période où je faisais la navette. En ce moment, j'ai envie d'ailleurs. Voilà. Je suis pas attachée à la ville en elle-même. Il y a pas effectivement, je sais pas, quelque chose de viscéral qui me retient ici. Après, je trouve que c'est une ville qui est intéressante parce qu'il fait quand même un peu beau. Ouais. Oui, il fait beau. Il y a un ensoleillement qui est fabuleux. Non, je te coupe, vas-y. C'est souvent. Suis ton idée. Et donc, je trouve que c'est une ville qui est agréable à traverser parce que il y a assez d'espace pour ne pas se sentir enfermé. En tout cas, là où je vis, sur le coin de ville où je vis, c'est agréable. Il y a quand même beaucoup d'institutions remarquables. Il y a le manège, il y a la comédie, il y a Césarée, il y a la carte. Enfin, je veux dire, c'est une ville qui a des atouts de culture qui pourraient. Enfin, après, ça, c'est une politique culturelle. On va pas débattre là-dessus. Non, mais bon, pour le coup, que tu es un atome crochu avec cette culture, il y a de quoi faire. Oui, voilà, c'est tous les ça. soirs. Oui. Il y a de quoi faire, il y a de quoi être étonné. C'est ça que j'aime aussi, c'est que c'est des choses qui sont pas toujours attendues. À une époque, j'allais souvent au manège et j'aimais bien parce qu'il y avait à la fois ces spectacles où on est complètement émerveillé et il y avait les spectacles où je ressortais, je me disais, oh, j'ai rien compris. Mais c'est ce que j'appelais les spectacles à retardement. C'est-à-dire qu'ils faisaient ils explosaient 2-3 mois plus tard. À un moment donné, tu es en train de faire tes courses, d'un coup tu dis une grosse révélation. Ça y est, j'ai compris. Voilà. Et donc c'est des spectacles à retardement. Et donc ça implique que tu n'aies pas vu d'autres spectacles entre-temps. Ma vie a été un peu... Non, mais pour rester dans ce climat-là, pour pas passer à autre chose trop rapidement, je comprends, mais c'est vrai qu'on a des vies qui font vivre beaucoup de choses en même temps, et souvent ça balaye un peu vite ce que tu as à peine digéré, en fait, et on est déjà sur autre chose, donc c'est formidable. Si 3 mois après, ça veut dire que pendant 3 mois tu y as pensé. Oui.
et que t'as la solution parce que ça plein travaille, carrefour. il y a des choses qui travaillent. Moi, je peux pas être insensible à des choses qui vont me... Si j'ai pas compris, ça va tiquer, donc ça va rester dans un coin, et je sais que si ça tique, c'est qu'il y a un truc, c'est qu'il y a un point d'accroche. Et il faut que j'arrive à trouver pourquoi il y a ce point d'accroche, qu'est-ce que ça travaille chez moi, et comment je vais grandir par rapport à ça. Pourquoi ça vient me chatouiller, en fait. Si ça me chatouille, c'est que ça veut me raconter Bien sûr. quelque chose. Oui, on parle pas d'indifférence, c'est pas un spectacle qui t'a laissé indifférent, c'est un spectacle que t'as pas compris. Mais même les trucs moches, si tu veux. Ah ouais. Bah oui, parce que c'est comme en art. Des fois, il y a des trucs que tu regardes, tu te dis non, faut quand même pas déconner. Là, c'est quand même particulièrement moche. Et en même temps, ben, quand tu vas au-delà de ton ressenti et que tu essayes de voir ce que le mec a fait, ben, il y a des trucs que je trouve moches, mais je trouve que c'est tellement pertinent que, Ça l'est beaucoup moins. que même si c'est pas à mon goût, je trouve que ça ouvre le regard. Donc, à partir de ce moment-là, le critère esthétique ne peut pas être le seul valable. C'est-à-dire le j'aime pas, ça c'est pour moi c'est le truc horrible. Je supporte pas. Il est important déjà de se fier à ta première sensation, elle est souvent la bonne, et puis ces certitudes peuvent être battues en brèche parce que on va t'expliquer le contexte de création de l'œuvre, la vie, pourquoi, et en fait, il faut comprendre que tu es passé à côté de plein de choses et qu'il n'y a pas eu le coup de foudre esthétique, mais qu'ensuite, il y a un coup de foudre contextuel, quoi. Et ouais. Mais du coup, j'aime pas ce truc où on s'arrête au j'aime pas. Ah oui, non, c'est sûr. J'aime pas, donc je te regarde pas, je te parle pas, voilà. Je crois qu'on n'en est plus là, en fait. Hein. On n'en est plus là. Non. Vraiment. On peut plus avoir ce discours-là aujourd'hui. Que ce soit en art ou que ce soit... Oui, des individus. Oui. Tu vas toujours creuser. Donc tu es l'antithèse de la personne superficielle. Peut-être que je suis complètement superficielle. Non, c'est la définition même de la personne concernée, habitée. Voilà, c'est la personne qui s'arrête et qui réfléchit. Enfin, oui, mais tu as des gens qui vont dire elle est toujours en train de chercher la petite bête. Oui, mais là, je te parle... Oui, tu vas forcément avoir des retours qui sont pas le mien, ou que ça va embêter ce profil. Parfois, ça peut être embêtant, mais en tout cas, là, froidement, comme ça, en ne te connaissant pas et en t'écoutant te décrire, oui, c'est tout sauf la superficialité. Tu es quelqu'un de profonde. C'est comme ça, je te mets dans une case. Tu fais au moins 2 mètres de profondeur. Je sais pas trop comment je dois le prendre. Après, ça t'appartient. Ah ouais, par rapport au truc de la cave, ouais. C'est toi qui l'as lancé, hein. Oh là là. Scandale. Scandale. On sait plus où se mettre. Hein. En même temps, Alban... Toi, moi, je sais très bien où me mettre. Il n'y a que toi. Ouais, je suis tout mettre. On ricote dans tous les sens. Surtout que toi aussi, tu es très profond, Alban. Oui, alors ça, tu tiens... Ah non, mais c'est vrai. Tu tiens à cela, si tu veux, Agathe. On ne va pas se fâcher ce soir. Non, mais c'est vrai. Et puis, je ne vais pas te contredire, c'est pas le sujet, même si je ne me considère pas aussi profond que tu viens de le décrire. Oui, non, je peux pas me dire ça, que je prends le temps de m'arrêter sur les choses, de les analyser, de les peser, ça va trop vite pour moi, et j'aime bien aussi finalement ce rythme. Donc moi, j'accède à un rang de superficialité quand même assez... Moi, je te trouve une grande profondeur émotionnelle. Oui, pourquoi pas. Oui. Non, mais c'est vrai. On a vécu des moments ensemble où tu m'as montré des facettes de toi avec une brèche d'accueil empathique et émotionnel très profonde. C'est pas celle où on se parle le plus, mais elle existe vraiment. Oui, d'accord, on n'a pas forcément échangé sur un sujet où tu as perçu cela. Après, c'est de l'attitude, c'est du comportement. C'est ça. Non, t'as une personnalité complexe, mais... De recul, je me vois pas trop marcher.
Voilà. Bah écoute, moi je te vois marcher et même si tu es très grand, je vois que tu as bonne allure. Et est-ce qu'il y a à Reims un lieu, un espace que vous voudriez mettre en lumière ce soir pour nos auditeurs, auditrices? Un lieu d'ailleurs notamment où on pourrait vous trouver sans souci, bon, hormis la salle des ventes d'Alban, puisque forcément, puisque tu dors là-bas limite. Mais je dors souvent. Un lieu que vous voudriez conseiller? Bon, bah, celle-là, on savait qu'on allait me la poser. Hein. Ah non, j'y ai pas dire pensé. Que tu ne l'as pas. Bah non. T'as pas écouté le premier échange. Le premier enregistrement. Non, j'ai pas voulu. D'accord. Ah, tu m'avais. Pour ne pas déflorer. Le cadre. Suspense. Le suspense, ouais. Non, puis j'avais pas envie de. Je pense que je les écouterai après parce que j'avais pas envie de me mettre dans une posture qui n'aurait pas été la mienne et donc j'ai pas. Voilà, j'ai pas. J'écouterai après. Et après, j'aime pas trop. Tu as le droit de dire Auguste Delaune. Tu as le droit de dire Auguste Delaune. Allez, non, mais je discute avec Sébastien. Oui, non, mais je sais que vous faites une contre-soirée, mais comme on t'entend, en fait, parce que tu as un micro en face de toi, et que même si tu crois qu'on t'entend pas... Tu sais, tel que toi, tu n'avais pas d'endroit... J'ai la permission. Oui, mais je sais que je suis un peu le cavalier parfois, que je suis pas très en fait, tu cherches joli. la fessée. Il cherche la fessée. Je peux un peu couper la parole. Je ne te la coupais pas parce que je m'adressais à la personne à gauche. Vas-y, on t'écoute. Non, pas du tout. Non, surtout, j'ai rien de... Oui, Auguste Delaune, pour de vrai, pour de faux aussi. Non, j'ai pas particulièrement d'appétence pour ce lieu. Simplement, qu'est-ce que si on en parle, c'est là que tu te dis que tu ne connais pas tout Reims. Souvent, tu sors dans les mêmes endroits que ton cercle auquel tu es habitué, les 60, 80 personnes avec qui tu échanges, même pas physiquement, mais tu échanges les mêmes... Bref. Et donc on se rencontre toujours tous un peu aux mêmes endroits, au vernissage, au concert, au spectacle de théâtre vivant. Et donc ça peut être un petit peu barbant, même moi si ça me barbe pas, j'adore me dire tiens je vais aller là. C'est-à-dire, j'y vais quand même la plupart du temps seul, je vais souvent dans les endroits seuls en me disant de toute façon j'ai trouvé quelqu'un et à qui discuter, à qui passer la soirée, et ça me réjouit à chaque fois. Et puis donc il y a aussi le fait de se dire tiens je vais aller et donc il n'existe pas d'endroit à Reims où tu ne vas rencontrer personne parce que tu connais tout Reims, mais en fait c'est pas vrai, il y a plein d'endroits et bon voilà, je dis pas quelque chose d'extraordinaire, mais où donc tu ne vas rencontrer personne, donc tu vas à Delaune, je ne rencontre jamais jamais personne. J'accompagne Abel pour voir ce match de foot là, et c'est ce que je me dis en fait. Reims est petit, rien du tout. Reims est très grand. Reims n'est pas minuscule. Reims est immense et juste, on va toujours un peu dans les mêmes endroits, et quand on en sort, on s'aperçoit qu'on connaît pas le centième de la population, et je trouve ça rassurant. Je sais pas si c'est le terme, mais non, mais enchanteur. Très bon choix d'adjectif. Il est sorti de... on l'a vu, on l'a déjà... Mais souvent, je cherche mes mots quand ils viennent comme ça. Et alors, quand ils se bousculent au portillon, je les sors avec aplomb. La suite dans la continuité. Donc, tu vois, il peut y avoir des endroits pourris aussi dont tu peux parler. Ah, j'ai le droit de parler que de cela, c'est ça? Non. Non, vas-y. Où est-ce que je vais pouvoir te revoir, Adèle? Oui, où est-ce que... Eh ben, en fait, je ne sais pas, parce que moi, j'aime pas trop être vue. Donc, j'aime bien aller dans des endroits qui sont assez calmes, déjà, où on peut se parler. Et j'aime pas trop quand on me découvre. Ouais. Je sais que quand j'étais au 46, à un moment donné, tu es venu au 46, et tu m'as dit « Ah, mais t'es là? Mais... Ah bah maintenant, on sait où te trouver. » Oui. Bah, tu sais que ça m'a travaillé une paire de jours parce que je me suis dit, ça y est, on connaît ma planque, et donc on va venir me voir. Et moi, j'ai besoin de beaucoup de calme. Je passe mon temps à me calmer parce que sinon, je
Je suis électrique, donc il faut que je sois calme tout le temps. Et t'aimes pas cette situation électrique? Enfin, t'aimes pas cette posture ou cette... Je sais que dans mon emploi du temps, il faut que j'envoie vite, précis, et donc je l'ai déjà dans mon environnement professionnel. Et donc pour tout ce qui est personnel, j'ai envie d'être calme. Et de sérénité. Ouais, c'est très important. Et donc, quand je sors, j'ai besoin d'être au calme, Après, ça m'empêche pas d'aller voir des concerts et d'avoir des moments fun et tout ça. Hein. C'est pas le problème, mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir un cercle restreint autour de moi. Et je n'aime pas, je déteste être touchée, par exemple. Je n'aime pas quand on vient vers moi en me disant, qu'on me tape sur l'épaule, ah mais t'es là. Alors ça, c'est vraiment un truc atroce pour moi. C'est un, on t'a trouvé, deux, on te touche. Ah non, ça, c'est pas possible. Ouais. Moi, j'ai besoin d'inviter les gens à rentrer à l'intérieur de mon cercle. On n'est pas du tout sur le même modèle. Oui, non, vraisemblablement. Non. Vraisemblablement, je trouve ça hyper excitant d'aller en soirée, donc encore une fois dans un endroit où je suis pas attendu. Je me dis que j'y allais et qu'on m'attend pas, j'y vais avec personne, j'ai convié personne et je sais pas qui je vais rencontrer. Gros moment de liberté. Ouais, moi c'est pas. Je suis en forme à chaque fois dans ces moments-là. Oh bah attends, tu m'étonnes. Hein. J'ai des souvenirs de fou avec toi, dans les soirées auxquelles je suis allée. Je ne m'attendais pas à tout ce que tu étais très en forme, effectivement. Très très en forme. Ouais. On passe toujours des bons moments quand même. Et c'est vrai qu'on passe toujours des bons moments. Je passe toujours des bons moments et avec Alban et avec Adèle, mais complètement différents. Toi, tu donnes des rendez-vous dans des lieux plutôt intimes. Et Alban, c'est des rencontres complètement inopinées qui dégénèrent très vite et dont je ris longtemps après. Je ne dis rien des regards qui viennent de s'échanger. Mais il fallait quand même qu'ils soient précisés. En tout cas, on glisse doucement vers la fin vers la sortie. Vers la sortie. On roule même tout doucement. Est-ce que vous auriez peut-être pas une actu, mais en tout cas un projet qui vous occupe en ce moment et dont vous voudriez parler? La réponse peut être non, je n'ai absolument aucune actu ni projet dont j'ai envie de parler. Mais la réponse peut aussi être oui, et c'est aussi le moment de partager si vous avez des choses sur le feu. Monsieur. Je ne vais pas chercher loin. À chaque fois, c'est la conversation que j'ai eue il y a peut-être 2 ou 3 heures avec quelqu'un de l'ESSAD, la personne qui s'occupe de la communication à l'ESSAD, Leslie, qui m'a contacté pour animer une vente aux enchères dans le cadre d'ateliers d'artistes, un week-end qui va se passer au mois d'avril. Début avril. Début avril, où tous les ateliers d'artistes de cette ville sont censés ouvrir et eux font quelque chose. Donc l'ESSAD va s'exposer à DP Galeries, c'est la galerie parallèle, c'est Passage Talleyrand. Une trentaine d'élèves y exposera des créations originales, des œuvres à eux, et au-delà d'être exposées, seront proposées aux enchères. Et donc, cette Leslie de l'ESSAD m'a proposé de faire un événement dans l'événement, d'assurer une petite vente aux enchères. Ok. Voilà un des projets. J'imagine que si je cherche, il y en aura d'autres, mais en tout cas, on va s'arrêter là. Ouais, qui m'est venu tout de suite, là, comme ça, en y réfléchissant. Quelque chose de très frais. Ouais. Comme toi. Et toi, Adèle? Eh bien, cette année, j'ai décidé de faire une production personnelle. Donc, j'ai décidé de travailler un projet qui s'appelle Les Silencieuses et qui se construit autour de paroles qui hurlent dans le silence et de la tête de beaucoup de gens. Et que, en fait, je me suis aperçue qu'on vivait avec des choses, des injonctions, des phrases entendues qui rongent, voilà. Et donc là, cette année, j'ai vraiment envie de les poser pour les sortir. Et j'ai appelé ça Les Silencieuses parce que c'est des phrases qui hurlent, mais qui rendent les gens silencieux. Et en fait, en parlant avec d'autres nanas,
Pour l'instant, c'est que des nanas. Je me suis aperçue qu'il y avait de l'écho sur ce projet-là. Donc, il y aura à un moment donné plusieurs... pour l'instant, ça prend plutôt le profil d'affiche. Je n'ai pas encore trouvé la technique que je vais employer pour réaliser ça. Est-ce que ce sera de la sérigraphie, de la calligraphie, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a ce projet-là qui me tient vraiment à cœur. Et puis, je ne peux pas te dire que ça va être le début d'un travail constant. En tout cas, cette année, j'ai envie de faire ça. Ouais. Voilà. Hurler sans bruit, c'est hyper durassien en plus. C'est cool. Ouais, écoute. Des affiches. Ouais, ça va être chouette. En fait, ça fait partie d'un projet qui avait, toujours avec le gabarit, il y avait une double page avec mon collègue Romuald, avec qui j'avais un bureau 46. Il me dit, bon, bah voilà, on peut faire une illustration. Donc, on s'est challengé là-dessus. Enfin, surtout lui m'a challengé pour que je le fasse vraiment. Et j'ai sorti quelque chose qui me travaille, en fait, qui ne peut pas, qui vibre et qui ne me laisse pas tranquille. Et donc, je sens qu'il y a d'autres choses qui vont émerger et qu'il faut que je les couche parce que elle crie. Ouais. Donc, il faut que je les sorte. Et donc, après, je m'étais dit que je pourrais faire peut-être une expo. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Je suis même pas dans un truc de me dire faut les vendre. Ou je suis à 10 000 km de ça, mais pour l'instant, j'ai besoin de, les mettre en forme, parce que les mots, je les ai. J'ai besoin de les mettre en forme, de trouver la technique, de trouver les matériaux. Et donc, c'est ça le projet. C'est le prochain projet, c'est les silencieuses. Super. Eh ben, on va suivre ça avec attention. Ouais, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de voir. En tout cas, on a ça en commun aussi, c'est que quand ça devient une obsession dans nos têtes, il faut que ça sorte. Oui, c'est ça. Ouais, c'est cool. Bah oui. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci à toi, Agathe, également. C'était un bon moment. Oui. Ça va, Merci, vous êtes Sébastien, au son. rassuré. Oui, Sébastien. Complètement rassuré. Au son. Le petit bémol, c'est qu'il n'y avait rien à boire, mais bon. Mais tu avais ma gourde sur ta droite dans laquelle tu aurais pu boire. Il est bien temps de me le dire. Soif. Il est bien temps de me le dire. Écoute, elle est visible. Non. On était très bien, je nous ai sentis tout à fait à l'aise. Moi, j'ai retiré mes chaussures. J'ai failli le dire. Tu as vu. Voilà, ce qui est très très bon signe. Très bien. Ouais. Bon, je me suis senti tout à fait chez moi. Ah, tant mieux. Je crois que c'est le but de Bocal. Sébastien ne me contradira pas. Être comme dans un poisson dans l'eau. Exactement. Et merci à tous et à toutes d'avoir écouté Bocal. J'espère que vous avez également, vous, derrière, dans vos écouteurs ou derrière vos enceintes, passé un bon moment en notre compagnie. Et si ça vous a plu, évidemment, parlez de ce podcast autour de vous. Partagez-le. Si ça ne vous a pas plu, je pense que vous pouvez également le partager puisque c'est assez en vogue aujourd'hui de partager même ce qui ne nous plaît pas. Donc profitez-en, partagez-le même si vous n'avez pas aimé, mais ne dites pas que vous n'avez pas aimé. N'oubliez pas de suivre Bocal sur Instagram, c'est Bocal Reims, pour prolonger l'aventure avec nous parce que l'actualité culturelle rémoise ne s'arrête pas. Bocal propose également des concours régulièrement, donc suivez ce contenu-là. Et on se retrouve très vite avec la bande originale du mois de mars. Et le mois prochain, un tout nouvel épisode de Bocal, cette fois-ci animé par votre voix habituelle de votre serviteur Sébastien, avec de nouveaux invités. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas de rester curieux car Reims donne à toutes celles et tous ceux qui le veulent bien. Je vous laisse le mot de la fin, les amis. Un mot. Pends-toi. Pends-toi. Merci. Merci à vous. Bocal.